Les grosses performances continuent de s'accumuler en NBA. On a eu l'habitude de gros cartons, Stephen Curry, Kevin Durant également. Mais là, ça commence à prendre des proportions vraiment énormes. Giannis Antetokounmpo s'y mêle. Il y a Devin Booker aussi qui score pas mal. Beaucoup de joueurs arrivent vraiment à s'exprimer sur le plan offensif. T'as Donovan Mitchell. Donovan Mitchell qui met également. 71 points quand même, les gars, à un moment. À un moment donné, ça fait beaucoup sur 130 quand même. Et ça fait réagir quand même, hein. Les joueurs NBA, les insiders, tout le monde en parle et on se pose la question de savoir si cette NBA n'est pas devenue trop facile. Un ancien de la NBA, Isaiah Thomas, passé par les Celtics. Pas n'importe lequel. Hein. En plus, un petit joueur passé par les Celtics, par les Lakers, par les Cavs également, s'est exprimé sur le sujet. On écoute et ensuite on débat ensemble. The game is as easy as it's ever been in 2022 right now. Wow. And that's no disrespect to the talent. It's how the game is played. Is it the spacing? Spacing. It's open gym. It's 5-on-5. It's AAU nationals. And I'm saying this with the most respect for the best players in the world. Yeah. When the best players in the world are able to play one-on-one, This is what happens. it's unstoppable. And that's what we're seeing. That's all we're seeing. You're seeing these guys get 40, 50. Come on. And as a student of the And game, not to take away anything from them, because Oh, they're no, cold. they're Guys insane. are cold. They're insane. The skill level is amazing. They're It's just the way the game is played. they're not being challenged the same way. Alors, avant de commenter les propos d'Isaiah Thomas, hein, qui sont assez clivants, on va le voir d'ailleurs ensemble, on vous montre quand même des éléments statistiques qui justifient un petit peu les cartons que l'on vous énonce. Ça concerne Donovan Mitchell, on en parlait, 71 points, Nikola Jokic, Doncic, Giannis, Booker. Tous ces joueurs font partie d'une liste de joueurs qui ont mis 50 points et plus, donc ils sont nombreux. Donovan Mitchell, 71, on l'a dit. Luka Doncic dans un triple-double, 60 points. Joel Embiid, 59 points. Devin Booker 58, Antetokounmpo 55, pareil pour Anthony Davis, Klay Thompson 54, Pascal Siakam 52, Darius Garland 51 et Steph Curry 50. Voilà, ils sont au nombre de 10 et ça devrait continuer. Vous avez entendu les propos de... Puis il y en a d'autres qui sont capables de le faire. Voilà, Isaiah Thomas donc, qui s'exprime. On va s'arrêter juste sur sa phrase qu'on résume de cette manière-là. Le jeu NBA n'a jamais été aussi facile qu'il ne l'a été maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec cette déclaration, monsieur Tsakarakis? Complètement d'accord. Complètement d'accord? Complètement d'accord. Complètement d'accord? Plutôt pas d'accord. Plutôt pas d'accord, Fred Weiss? Oui. Ok, on va vous opposer tous les deux. 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Et puis on écoutera bien sûr Melvin apporter ses arguments et puis se diriger peut-être d'un côté ou d'un autre. Ok, on commence par toi, Angelo? C'est comme tu veux. Go. Alors, pour moi, déjà, il y a trop d'éléments dans les règles qui mettent en difficulté la défense. Déjà, tu as le pas zéro qui a été rajouté. Donc ça veut dire que les attaquants ont l'opportunité maintenant d'avoir une sorte de pas supplémentaire. C'est international si on veut, mais concrètement, le pas zéro, ça permet tout de même d'avoir une liberté de mouvement qui est plus malléable. Okay. Il y a les marchés constants qui ne sont pas sifflés. Donc oui. le jeu est beaucoup trop, on va dire, autorisé par les arbitres dans des choses qui devraient être illégales. Il y a le hand-checking qui a disparu, donc maintenant on est en incapacité de pouvoir repousser les défenseurs. Il y a le demi-cercle de non-charge, on ne peut même plus faire de passage en force ou provoquer de passage en force. Il y a énormément de règles qui ont été mises en place pour favoriser la défense. Il y a la règle des 3 secondes défensive. Il y a énormément de choses, alors j'essaie de ne pas les perdre, mais maintenant l'interdiction d'arrêter les contre-attaques sur les fautes, alors qu'en NBA avant on faisait faute automatique pour ne pas donner de contre-attaque. Maintenant on autorise ce qu'on fait en Europe, mais ça veut dire que tout est fait pour que les attaquants brillent. Ok, argument plutôt axé anglais, réglementation du jeu, oui, qui favorise donc du coup les opportunités offensives. J'ai qu'1 minute, donc je me suis focalisé sur ça. On entend, on discutera ensuite. Voilà. Fred, dis-nous tout. Plutôt pas d'accord. Plutôt pas d'accord. Alors, plutôt d'accord parce que c'est vrai que les règles ont favorisé, mais alors après je suis juste d'accord sur le hand-checking parce que le reste, ça existe depuis des années. Le pas zéro, ça a été inventé en 1872 aux États-Unis, je pense. donc je ne suis pas sûr que ça puisse rentrer vraiment dans le débat. Okay. Et après, il faut écouter ce que dit Isaiah Thomas. Ce qu'il dit réellement, il dit que c'est beaucoup plus facile de scorer parce que les mecs sont extraordinairement forts en 1 contre 1. Alors oui, quand on est très fort en 1 contre 1, après le chemin s'ouvre et il n'y a pas d'aide derrière. Oui. Sauf que les mecs n'ont jamais été aussi forts en 1 contre 1, jamais été aussi forts physiquement et n'ont jamais eu cette capacité à aller vers le cercle et à shooter à 3 points. Le shoot à 3 points est quelque chose de très très important aussi. Donc pour moi,
Oui, d'un côté, c'est plus facile parce qu'effectivement, tu passes la première lame, il n'y a pas de deuxième lame. Mais pour passer la première lame, il faut quand même être un joueur extraordinaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que Isaiah Thomas n'a pas de contrat. Bon. Fort en 1 contre 1, mon Fred. Voilà, le chrono vient de retentir. On va écouter. Alors, très bel argument. J'ai pas mal de choses à t'opposer, mais on va d'abord écouter. On va d'abord écouter Melvin. Melvin, tu te ranges vers Angelo ou plutôt Fred, et ensuite on t'écoute sur les arguments complémentaires que tu souhaites apporter. Alors moi, je suis plutôt d'accord avec Isaiah Thomas. J'ai été un peu déçu par l'argumentaire de mon Spybro. Je pensais qu'il allait aller un peu plus loin. Les règles, oui, mais le handshaking, ça a été changé en 2004. Donc bon. Par contre, je rejoins les arguments de Fred sur l'évolution du jeu offensif et notamment le tir à 3 points. Et c'est pas juste on prend et on met plus de tirs à 3 points, c'est que l'impact de cette prise de tir à 3 points a vraiment écarté le jeu et a donné beaucoup plus d'espace. Et quand tu donnes beaucoup plus d'espace à des joueurs All-Star, aux meilleurs joueurs du monde, ils sont capables, comme le disait Isaiah Thomas, d'aller en 1 contre 1 et aussi d'attaquer le cercle et du coup d'être beaucoup plus adroit au cercle, beaucoup plus adroit au tir à mi-distance quand ils prennent les tirs à mi-distance. Et du coup, c'est tout ça qui a permis au scoring d'évoluer. Réponse d'Angelo par rapport à tes arguments un peu restrictifs. Il y a une culture du développement individuel à l'heure actuelle qui est exacerbée. Il y a vraiment cette notion de se prendre en main, non seulement sur le développement athlétique, mais aussi sur le développement des skills. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de joueurs à l'heure actuelle, même de joueurs intérieurs qui sont capables de faire des choses. En Europe, c'était le standard, maintenant on le voit en NBA. Je vais te relancer sur ta notion de règlement. Est-ce que c'est le règlement et l'évolution du règlement NBA qui a forcé les joueurs à s'adapter et à développer d'autres compétences, à devenir plus forts? Ou est-ce que c'est la force du travail des joueurs qui a fait que le jeu aujourd'hui s'appréhende de manière différente? Le problème pour moi, c'est qu'on dit le handshaking a disparu en 2004. Très bien, mais le handshaking auquel on dit le pas zéro, ça existe depuis la nuit des temps, c'est faux. Le pas zéro est devenu un vrai débat à l'heure actuelle avec les step back de James Harden, avec le moment d'attraper du ballon. C'est une règle qui a été mise dans l'emphase ces 3 dernières années. C'est faux, parce que les marchés... non, ils ont toujours existé. Oui, donc s'ils ont toujours existé, c'est quoi la différence? Les marchés ont existé sur le départ en dribble, Fred. C'est là où les départs en dribble en Europe sont sifflés, mais pas aux États-Unis. Donc je ne parle pas des départs en dribble, je parle du 3e pas. Tu sais que la règle du pas zéro, elle a été faite principalement pour les contre-attaques, pour choper, pour avoir un pas d'avance. Soit, mais aux États-Unis. Mais pas sur un démarrage en dribble. Oui, mais aux États-Unis, ils en font une exagération. Je suis d'accord, sauf que pas sur un départ en dribble, on est d'accord. Sur le départ en dribble, leur départ en dribble avec. Il a toujours été marché depuis la nuit des temps. En Europe, donc, oui, pas aux États-Unis. Donc ils sont tous à la même échelle. Mais moi, je te parle du pas zéro à l'heure actuelle, qui a été une nouvelle règle qui a été mise en avant ces dernières années. Parce que pourquoi on en a fait même des débats avec le step back de James Harden, qui n'existait pas encore il y a 3 ans. Parce qu'il fait 4 pas du coup. Très bien. Oui, donc c'est pour ça qu'il y a un vrai débat, sauf que le pas zéro, c'est un pas. Si tu veux, mais c'est un pas supplémentaire au marché qui existait déjà. Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'on est d'accord que la limitation des règles peut limiter certaines performances offensives? Tu n'as plus le droit à l'intimidation non plus, Sylvain. Avant, tu pouvais intimider défensivement. Si tu fais pas de pas zéro, peut-être que tes actions sont arrêtées avant. Tout à fait. Et tu finis pas au cercle avec 2 points. Le pas supplémentaire du marché qui existe déjà en NBA, c'est que c'est un marché encore plus aggravé, d'accord? Sachant que moi, là, je peux pas te laisser dire ça. Pour avoir vu pas mal de matchs cette année, le marché est beaucoup plus sifflé qu'au départ. Les marchés au démarrage sont beaucoup plus... Oui, sauf que, encore une fois, on parle de... Et je suis d'accord que la ligne à 3 points et le fait qu'on soit tellement adroit de loin, ça a permis de l'espace. S'il y a de l'espace, ça veut dire que les mecs peuvent leur 1 contre 1, parfois en statique et au départ. On est d'accord? Sauf que maintenant, la plupart du temps, et même Steph Curry s'était énervé, et je me rappelle des Golden State Warriors qui étaient vraiment très énervés par rapport à ça, plein de marchés sont sifflés sur le départ. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont énervés, Fred? Parce qu'un match sur 10 a été sifflé comme ça. Non, cette année, c'est la règle. Cette année, c'est la règle. Les portées de balles et les marchés n'ont pas été sifflés de manière constante. Messieurs, tu reprends tout de suite. Et après trop de matchs, je reviens, il y a aussi trop de matchs. Et donc l'intensité défensive fait que sur 82 matchs, tu n'as pas toujours l'énergie pour... Mais c'est le même nombre de matchs depuis la nuit des temps aussi. Sur la défense, on va y revenir. Moi, je voudrais qu'on lise, je vais vous lire d'ailleurs la déclaration de Georges Eddy, que vous connaissez, qui officie sur une autre chaîne. Et je voudrais que Melvin réagisse à cette déclaration. Le scoring est à un niveau de dingue. C'est dû à 3 facteurs clés. L'amélioration de l'adresse des joueurs à 3 points, du meneur jusqu'au pivot. Donc tout le monde est capable de tirer. Le changement des règles en défense. Et enfin, la formation des joueurs qui ne cesse de se développer. Les attaquants ont pris une avance énorme sur les défenseurs. Donc, réglementation plus travail individuel et développement des joueurs. Ce que tu dis, ce que Melvin, je dis, Melvin, est-ce que tu es d'accord avec cette déclaration de Georges?
Oui, complètement. C'est plusieurs facteurs. Et moi, je rajoutais un autre facteur, c'est que pour la NBA, d'un point de vue marketing, c'est très bien d'avoir ce genre d'explosion. Alors évidemment, il y a une limite, Je suis pas d'accord. mais si tu as des highlights d'un gars qui met 50 points, tu vas montrer les highlights d'un gars qui met 50 points ou tu vas montrer des highlights d'un gars qui met un contre. Réponse de Frédéric qui n'est pas d'accord avec toi. Et... Alors par contre, là, je suis pas du tout d'accord parce que je pense que banaliser l'extraordinaire, c'est pas une bonne chose. C'est bon pour personne. Je suis désolé, j'ai rien Que 50 points maintenant, tout le monde puisse le faire. Mais en fait, maintenant, quand tu mets 30 points, les mecs regardent et disent ouais, c'était un match moyen, quoi. Non, mais concrètement, Non, mais clairement. on a banalisé l'exploit et je suis pas sûr que la NBA soit très contente de ça. Donc maintenant, une question. Parce que maintenant, allez, vas-y. Là, tu es en train de venir à grands pas vers ce que je suis en train d'expliquer. Vu qu'on est en train de banaliser l'exploit, vu qu'en fait, maintenant, de dire qu'on met 30 points, c'est... Tu vas me dire qu'il y a une facilité à les mettre, ces 30 points. Parce qu'on ne peut pas tout expliquer par le fait que les joueurs sont mieux préparés, que le développement individuel, ce n'est pas que ça. Et c'est pour ça que j'étais modéré dans ma réponse. J'ai dit, non, mais je sais bien. Je suis moitié d'accord avec toi, mais de l'autre, il ne faut pas non plus oublier les progrès qu'ils ont fait. Georges Edil dit, le travail technique qu'ils font, qui est extraordinaire, le fait que tout le monde soit très adroit à 3 points. Il y a beaucoup de travail qui a été fait. J'en suis conscient, mais je veux juste vous dire ça, c'est important, Sylvain. Vas-y. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ça, mais moi, le problème, c'était pas le fait d'essayer de dénigrer les aspects qui expliquent quand même qu'il y a des éléments qui atténuent cette fatalité mise en avant par Isaiah Thomas. Oui, il y a le développement individuel et autres, mais il y a tout de même des règles qui ont été mises en place pour favoriser des attaquants qui sont meilleurs désormais. Donc non seulement ils sont meilleurs, mais en plus on leur facilite le travail. Ou de rendre le travail des défenseurs plus compliqué. Voilà, exactement, c'est ça moi, que je mets en avant. Parlons de défense. Est-on encore capable de défendre correctement NBA? C'est la question que je vais vous poser. Et on a une déclaration à vous lire, que je vais vous lire d'ailleurs, c'est celle de Jacques Monclar sur Beansport. C'était il y a encore quelques jours. Il y a des moments où ça ne défend pas, c'est pitoyable, mais globalement, il y a beaucoup de shoots défendus et les mecs rentrent tout. C'est aussi valable en France, en Europe et partout ailleurs. C'est le niveau général de ce sport qui ne cesse d'augmenter. Melvin, est-ce qu'on défend encore en NBA, s'il te plaît? Toi qui vois les matchs et qui est en capacité d'observer un petit peu l'intensité ou aussi la dimension un petit peu tactique amenée pour que les joueurs puissent arrêter les meilleurs joueurs offensifs. Bien sûr qu'on défend. Ça, c'est le cliché que j'entends depuis que je suis tout petit. Ah, mais de toute façon, la NBA, ça défend pas. Bien sûr que non, il faut arrêter avec ça. Après, je rejoins Jacques sur le fait que, oui, il y a des moments où l'intensité n'y est pas. Et c'est ce que disait Fred. Quand tu joues 82 matchs et tu te retrouves à ton 4e match en 5 jours, bah, l'énergie et l'intensité, forcément, elle va un peu descendre. Après, si on revient sur les 71 points de Mitchell, sur les 55 points de Giannis contre Washington, si vous regardez les matchs, vous ne pouvez pas me dire que Chicago et Washington n'ont pas défendu et leur ont ouvert la porte. Non, les gars vont chercher des tirs de dingue et ils les mettent. Après, Chicago par contre, comme on le dit... Alors, oui. Mais ça défend quand même, Angelo, ça défend quand même, il faut arrêter. Je veux dire, aujourd'hui, le gros problème, c'est que la NBA a fait ce choix de changer les règles pour bénéficier des attaquants. Donc du coup, les défenseurs sont enemy public number one. Okay. Et donc du coup... C'est beaucoup plus vendeur, je te rejoins, c'est plus vendeur de faire un match à 130 points, 130-117, plutôt qu'un 57-42. Hein. Et évidemment, donc forcément, pour eux, pour des highlights, c'est logique aussi qu'ils favorisent les attaquants. C'est la dimension marketing du jeu. Mais après, il faut trouver le bon équilibre pour que ne pas banaliser l'exploit. Non, mais n'oubliez pas que maintenant, tu peux même plus regarder un défenseur, un attaquant et pas prendre une faute technique si tu essaies de l'intimider un minimum, si tu essaies de jouer physique avec lui, le trash talking. Tu pourrais plus jouer ça. Le mec pourrait plus jouer. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus cette notion. Disons, les défenseurs défendent avec les règles qu'on leur propose au mieux. C'est ça. Non, mais des bons soldats, il y en a encore beaucoup. C'est le fils de qui, Isaiah Thomas? Un joueur qui joue plus NBA, je crois. Ah, okay. Non, mais il y en a beaucoup des bons soldats et des mecs qui ont la fierté de jouer en défense, de se mettre les fesses au sol et autres. Il y en a énormément encore en NBA. Des mecs qui ont cette culture du stop. Mais ils ne sont pas en situation d'être dans les meilleures dispositions. On a un gros carton, là, on parle d'attaque, on parlait de défense, on va revenir sur l'attaque. Un carton qui situe un petit peu l'évolution des points marqués en moyenne depuis quasiment 40 ans. Le temps passe vite. Donc on passe de 108,5 à 113,8, ce qui fait une pondération positive de 5 points. C'est pas énorme sur 40 ans. Sur 40 ans, c'est pas énorme. Mais il faut voir, il y a 10 ans. Il faut comparer avec ce qui est comparable. Il faut voir avec ce qu'il y a 10 ans. Et en 10 ans, ça a pris 15 points. 15 points, c'est énorme quand même. Effectivement.
Effectivement. Parce que les Denver Nuggets, le Run TMC de Golden State, il y a eu beaucoup d'équipes, les Phoenix Suns de Tom Chambers et Kevin Johnson. Il y a eu des superbes attaques en NBA pendant de nombreuses années. Tom Chambers. Tom Chambers. Tom Chambers. T'as eu le Showtime de Los Angeles, t'as eu énormément de superbes attaques. Même les Celtics, c'était magnifique. C'était pas mal, ouais. Mais le problème, c'est quoi? C'est que t'as eu en fait cette culture qui était à l'inverse trop défensive, où c'était devenu un combat, une guerre de tranchées en NBA. C'était devenu le basket des Miami Heat, New York Knicks et consorts, où vraiment c'était fermé. C'était fermé, la guerre, la boîte à gifles. Toutes les 7 possessions. La boîte à gifles, ça a fait. Est-ce que c'est bon? Et tout a commencé avec Restons sur l'actualité, messieurs. Restons sur l'actualité 2023 depuis quelques jours. Est-ce que c'est bon pour la Ligue d'avoir autant de cartons offensifs? Un excès de toute chose, pour moi, c'est le juste milieu. C'est pour ça que dans tous ces débats de d'accord, pas d'accord ou autre, je pense que la vérité, et Melo le place généralement très bien dans ses interventions, c'est qu'il y a du bon et du mauvais dans chaque positionnement. Et donc, le trop à l'attaque, la banalisation des performances extraordinaires, tout le monde a open bar pour 50 points, c'est pas bon. Mais l'inverse, c'est pas bon non plus. C'est-à-dire que maintenant, tu fermes trop, tu brides trop les attaquants, donc il n'y a plus non plus l'opportunité. Le juste équilibre. Le juste équilibre. C'est le juste équilibre qu'il faut trouver. Donc l'Euroleague. Regardez l'Euroleague, c'est bien. Mais vaut mieux, mais concrètement, vaut mieux qu'on soit dans cet excès-là et qu'on se régule plutôt que l'inverse. C'est-à-dire que le talent est là, quoi. Revenons sur les cartons offensifs. Il y a Melo, je pense. Non, Melo, il va pas prendre. On va juste aller sur autre chose. Et Melo, je te relancerai. Désolé, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, Melo. Bon, tu pourras peut-être placer d'ailleurs sur la réponse que je vais sur la question que je vais te lancer, tu pourras placer ta réponse. Quel est le plus gros carton là, offensif pour toi des 10 qu'on a présentés? Donovan Mitchell, Luka Doncic avec son triple-double, Joel Embiid, Devin Booker, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, j'ai dit, Klay Thompson, Anthony Davis, Pascal Siakam, Garland ou encore Steph Curry. Il y a du 50 points, 51, 52, il y a tout. C'est Klay Thompson, vas-y, tu peux le dire. Le plus gros carton. Klay Thompson, je l'ai vu, ça fait plaisir, c'est en double prolongation, mais ça fait plaisir de le voir. Non, le plus gros carton, c'est Donovan Mitchell avec 71. Ça arrive aussi en prolongation, mais c'est quand même un chiffre qui est absolument incroyable. Après, moi, le seul point dont je suis pas d'accord avec Angelo et avec Fred sur la banalisation de ces cartons, c'est pas tout le monde qui fait ces cartons. C'est généralement que des All-Stars. Donc c'est pas ton gars qui va sortir du banc qui va te mettre 50 points. C'est vraiment les stars, voire les superstars. C'est vraiment l'échelon haut de la NBA. C'est pas tout le monde. Donc, il faut arrêter avec ça. Arrêtons avec ça, justement. Merci pour la transition. Non, mais c'est un gros débat, une grosse discussion qu'on. Mais c'est comme ça qu'on est hypé, Sylvain. C'est 2023. On va garder les bonnes choses.